The only real difference between him and Basil is that he was small and had a very large hen-pecking wife. So I didn't have any problems with saying what I didn't think was funny. No, I don't believe that. Why does he say that? C'était audacieux, sans excuse, et hilarant à s'en tenir les côtes, une sitcom si brillamment absurde qu'elle est devenue un classique culte en seulement 12 épisodes. Fawlty Towers n'a pas simplement repoussé les limites, elle les a moquées, les a dépassées, puis a trébuché dessus avec un sourire narquois. Mais quelque part au milieu du chaos, une scène particulière a franchi une ligne invisible, une ligne qui ne serait jamais effacée. Alors, qu'y avait-il exactement dans ce moment infâme qui a conduit à la disparition discrète de la série? Restez avec nous pour découvrir la scène qui a fait s'écrouler Fawlty Towers. L'hôtel réel, l'horreur qui a inspiré une légende comique. Ce n'était censé être qu'un simple endroit pour dormir, rien de luxueux, juste un hôtel correct dans une petite ville côtière endormie. Nous sommes en 1970 et l'équipe de Monty Python débarque à Torquay pour tourner Flying Circus. Mais ce qu'il y trouve n'est pas seulement un hébergement. C'est une leçon surréaliste, presque absurde, sur comment ne pas gérer un hôtel. Et pour John Cleese, c'est la naissance de l'un des plus grands désastres iconiques de la télévision britannique, Basil Fawlty. Imaginez, vous entrez dans un hôtel après un long voyage, impatient de vous reposer. Au lieu de cela, vous êtes accueilli par un homme si suspicieux et hostile que vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas filmé en secret. C'était Donald Sinclair, le gérant réel de l'hôtel Gleneagle, qui parvenait à faire cohabiter paranoïa et service client. Il n'était pas simplement grossier, il était théâtralement erratique. Il traitait les clients comme des envahisseurs et questionnait chacun de leurs gestes comme s'ils complotaient contre lui. Un moment qui a laissé les Pythons bouche bée? Eric Idle avait brièvement laissé sa mallette dans le hall. Au lieu de faire ce que n'importe quel hôtelier sain d'esprit aurait fait, demander poliment à qui elle appartenait, Sinclair a supposé le pire. Sans hésiter, il a attrapé la mallette et l'a lancée par-dessus un mur de jardin, convaincu qu'il s'agissait d'une bombe. Pas exactement un accueil chaleureux. Et certainement pas la politique de sécurité qu'on attend d'un professionnel de l'hospitalité. Mais ce n'était pas un incident isolé. Quand Terry Gilliam a utilisé son couteau et sa fourchette, de la mauvaise façon, Sinclair a débarqué pour corriger ses manières à table, comme si une mauvaise étiquette de couvert était un délit. Les plaintes des clients étaient souvent accueillies avec un mépris ouvert. Au lieu de résoudre les problèmes, Sinclair les aggravait, créant une atmosphère aussi comiquement insupportable que réelle. John Cleese était déconcerté et amusé. Voici un homme si inadapté à son poste, si involontairement ridicule, que Cleese ne pouvait s'empêcher de l'observer avec la curiosité d'un comédien. Il y avait quelque chose d'étrangement génial dans la catastrophe magistrale de Sinclair en matière d'hospitalité. Cleese a pris des notes, littéralement. Des années plus tard, avec sa co-scénariste et alors épouse Connie Booth, il canaliserait toute cette folie dans un personnage qui deviendrait une légende télévisuelle. Basil Fawlty, le gérant d'hôtel hilarant et dysfonctionnel au centre de Fawlty Towers, n'est pas né de la fiction, mais de cette réalité bizarre. Cleese a exagéré les manies, bien sûr. Les crises de colère de Basil, ses piques passivo-agressives incessantes, son incapacité tragique à gérer le stress, tout a été amplifié pour l'effet comique. Mais le cœur de Basil, sa suspicion, sa maladresse sociale, son talent pour offenser tout le monde venait directement de Sinclair. La série n'a duré que 12 épisodes entre 1975 et 1979, mais elle a laissé une empreinte que peu de sitcoms atteignent. Chaque malentendu chaotique, chaque crise derrière le comptoir de réception, était un hommage à cette expérience déconcertante à Torquay. Ironiquement, Sinclair n'a jamais pleinement compris qu'il avait inspiré la série. Il est décédé en 1981, apparemment inconscient que son style de gestion erroné avait été immortalisé dans la comédie britannique. Mais tandis que Fawlty Towers atteignait le statut de légende, l'histoire réelle derrière son origine reste plus étrange et plus drôle que la fiction. Elle n'a pas été créée dans une salle d'écriture à partir de rien. Elle a commencé avec une rencontre fortuite dans une ville dont personne ne s'attendait à se souvenir. Dans un hôtel dont personne ne s'attendait à parler. Et l'homme qui a tout inspiré? Il pensait diriger un navire bien tenu, alors qu'en réalité, il capitaine le Titanic du service client. Pour John Cleese, ce n'était que le début. Avant Fawlty Towers, avant Basil, avant les honneurs, comment son parcours a-t-il vraiment commencé? Restez pour découvrir toute l'histoire. De Chaos à Cambridge, la formation de John Cleese. Longtemps avant la folie Monty Python et les désastres hôteliers de Basil Fawlty.
John Cleese grandissait dans la paisible ville côtière de Weston-super-Mare. Il était l'enfant unique de Reginald Cleese, un vendeur d'assurance qui détestait le nom de famille original cheese, fromage. Trop ridicule pour un militaire, selon lui. Reginald a officiellement changé cheese en Cleese en 1923, une décision qui collerait plus tard au charme particulier de l'héritage comique de son fils. À l'école, Cleese dominait littéralement ses camarades. À 13 ans, il mesurait déjà plus des 1m80. Sa présence dégingandée attirait l'attention avant même son esprit. Mais derrière la taille maladroite et les uniformes scolaires, quelque chose couvait. Son éducation précoce à St. Peter's Preparatory School, financée par un héritage familial, a planté 2 graines essentielles. L'amour du langage. Un œil aiguisé pour le comportement humain. Il n'était pas seulement un garçon intelligent excellent au cricket et à la boxe, il étudiait déjà les absurdités de la vie, sans le savoir. La salle de classe, cependant, n'était pas assez grande pour contenir sa curiosité. Un canular avec une statue à Clifton College a laissé entrevoir le type d'humour que Cleese maîtriserait, sec, visuel, étrangement intellectuel. Il a peint des empreintes de pas partant d'une statue du maréchal Haig, comme si elle s'était échappée aux toilettes. Farce juvénile, peut-être, mais déjà du storytelling par l'absurde. Tous les moments n'étaient pas drôles. À 17 ans, quand Cleese découvre qu'il a été écarté d'un poste de préfet malgré ses succès académiques, cela laisse une marque. Dans ses propres mots, cela a changé sa vision de l'équité et du respect, quelque chose qui résonnerait dans la lentille satirique avec laquelle il examinerait plus tard les figures d'autorité et les institutions. Avec la fin du service national, les places à l'université étaient sous pression. Cleese a dû reporter son rêve de Cambridge. À la place, il est retourné dans son ancienne école préparatoire pas comme élève, mais comme professeur de latin, sciences, anglais et histoire. Ironiquement, les leçons de latin qu'il donnait trouveraient leur place dans la vie de Brian, où le personnage de Cleese corrige la grammaire d'un graffiti anti-romain. Chaque détour bizarre de son parcours est devenu une partie de son arsenal créatif. Finalement, il obtient sa place à Downing College, Cambridge, pour étudier le droit. Mais le destin en avait décidé autrement. Lors d'un salon étudiant, le club théâtral Footlight lui demande s'il sait chanter ou danser. Non, répond Cleese sans détour, ajoutant que s'il y avait quelque chose de pire que sa danse, c'était son chant. Alors qu'est-ce que vous faites? Je fais rire les gens. Et voilà sa porte d'entrée. À Footlight, Cleese croise la route de futurs collaborateurs. Tim Brooke-Taylor, Bill Oddie, et celui qui changerait tout, Graham Chapman. Ensemble, ils commencent à créer le genre de comédie étrange, cérébrale et anarchique qui redéfinira la télévision britannique. Même après avoir obtenu son diplôme de droit en 1963, le père de Cleese continuait à lui envoyer des annonces pour des postes de gestion dans le commerce, au cas où cette histoire de comédie ne marcherait pas. Mais une question demeure. Comment ce garçon brillant, farceur et académiquement doué s'est-il transformé en puissance comique avant même que Fawlty Towers ne soit diffusé? Restez pour découvrir toute l'histoire. Fawlty Towers, un brillant chaos de génie et de mariage. Si vous vous êtes déjà demandé comment un hôtel géré par un homme au bord de la folie est devenu l'une des sitcoms les plus aimées de l'histoire britannique, ce n'était pas parce que John Cleese avait eu un éclair de génie seul. Non, cela a commencé avec un mariage. Pas un mariage destiné à durer, mais un qui a allumé une magie créative. Cleese et sa femme d'alors, Connie Booth, ont pris une expérience réelle si hilarante et désastreuse qu'elle leur est restée en tête pendant des années, et l'ont transformée en quelque chose d'inoubliable. Tout a commencé lors d'un séjour notoire à l'hôtel Gleneagles à Torquay, où Cleese a trouvé le gérant si ridiculement grossier et incompétent que cela frôlait la satire. La plupart des gens auraient juste laissé une mauvaise critique. Mais Cleese et Booth ont vu autre chose, de leur comique. L'idée d'un propriétaire d'hôtel à la mèche courte pris dans le chaos refusait de s'effacer, et bientôt, les graines de Fawlty Towers s'étaient plantées. Mais au lieu de simplement faire une série sur un aubergiste grincheux, le duo a aiguisé chaque moment avec de l'esprit, de la confusion et des personnages si outranciers qu'ils semblaient réels. Quand la série a été diffusée pour la première fois sur la BBC en 1975, elle n'a pas exactement charmé les critiques. L'un l'a qualifiée de « désastre », déconcerté par son humour rapide et ses scénarios absurdes. Mais le public? Ils ont compris. Les spectateurs se sont immédiatement connectés à l'énergie maniaque de Basil Fawlty, le paquet de nerfs et de fureur de Cleese aux côtés de la langue acérée de Sibyl, de la Polly toujours ancrée, et du pauvre Manuel malchanceux, qui transformait chaque malentendu en explosion comique.
Ce qui rendait la série vraiment unique, ce n'était pas seulement le chaos slapstick, mais le timing complexe et la tension farcesque dans chaque scène. Chaque épisode était une poudrière de confusion, d'orgueil et d'hystérie à peine contenue. Ironiquement, pour quelque chose d'aussi aimé, la BBC a failli annuler la série après seulement 6 épisodes. Mais les rediffusions et le bouche-à-oreille croissant ont fait reconsidérer les dirigeants. En 1979, 4 ans après la première saison, une deuxième et dernière salve d'épisodes a été diffusée. Seulement 12 épisodes ont été réalisés, mais ces 12-là ont scellé la place de la série dans l'histoire télévisuelle. Derrière les coulisses, l'histoire était moins joyeuse. Au moment où ils ont commencé à tourner la deuxième saison, Cleese et Booth étaient déjà divorcés. Pourtant, ils ont continué comme partenaires créatifs, déterminés à finir ce qu'ils avaient commencé. Ce fut la dernière fois qu'ils travailleraient ensemble, mais leur dernier acte n'avait rien d'amer. Ensemble, ils ont fermé le rideau sur Fawlty Towers avec panache, leur alchimie artistique intacte, même si leur mariage ne l'était pas. Même maintenant, des décennies plus tard, l'humour de la série semble frais. Il est cité, étudié, et regardé par de nouvelles générations qui ne peuvent s'empêcher de rire devant la fureur croissante de Basil ou la confusion innocente de Manuel. Fawlty Towers a prouvé que le chaos, surtout celui né de deux personnes essayant de transformer un désastre en comédie, peut être intemporel. Et d'une certaine manière, à travers ce mélange de services hôteliers maladroits, de nerfs à vif et de pure farce. Cleese et Booth ont donné au monde une sitcom qui n'a jamais quitté les lieux. Le génie durable de Fawlty Towers. Bien que seulement 12 épisodes aient été réalisés. Fawlty Towers a taillé une légende bien plus grande que sa durée modeste et c'est là que sa magie refuse de s'éteindre. Quand la série a été diffusée en 1975, la réponse des critiques télé était plus perplexe que ravie. Certains l'ont rejetée comme chaotique et incohérente, incapable de saisir que le chaos était précisément le but. Mais tandis que les critiques hésitaient, le public s'est accroché. Ils n'ont pas juste compris, ils n'en avaient jamais assez. Il y avait quelque chose de douloureusement relatable à regarder Basil Fawlty trébucher à travers chaque journée, convaincu d'être aux commandes alors que l'univers avait clairement d'autres plans. L'interprétation de John Cleese de Basil n'était pas seulement drôle, c'était une masterclass de rage à peine contenue et d'ambition mal placée. Basil n'était pas méchant ou cruel par dessein, il était simplement piégé dans un fantasme de raffinement qu'il ne pouvait jamais atteindre. Cette tension intérieure, son désir désespéré d'impressionner les clients de la haute société tout en étant fondamentalement incapable de cacher son propre snobisme, transformait chaque épisode en bombe à retardement. Mais le vrai génie de Fawlty Towers n'était pas dans les explosions, c'était dans la façon dont chaque effondrement semblait à la fois absurde et étrangement tragique. Basil ne souffrait pas seul. Sa femme à la langue acérée, Sibylle, jouée à la perfection par Prunella Scales, savait exactement comment dégonfler son ego d'une seule réplique. Polly, la femme de chambre censée incarner par Connie Booth, semblait souvent être la seule adulte dans le bâtiment. Et puis il y avait Manuel, le serveur maladroit, toujours désireux de plaire, joué par Andrew Sachs, dont la confusion constante rendait chaque situation plus ingérable et chaque punchline plus explosive. Rien n'était propre et c'était le but. Les désastres de l'hôtel n'étaient pas des gags isolés, ils étaient des extensions du désordre intérieur de Basil. Sous le slapstick, la série explorait des thèmes de classe, d'insécurité et de folie humaine. Basil voulait tellement gérer un établissement respectable, être pris au sérieux, s'élever au-dessus de sa condition, mais plus il essayait, plus tout s'effondrait. Et pourtant, ce chaos était méticuleusement construit. Chaque épisode, bien que rempli de désordre, était écrit serré et parfaitement timé. Les blagues ne tombaient pas, elles ricochaient. Le rythme était implacable, l'énergie inarrêtable. C'était une forme de comédie qui exigeait l'attention et la récompensait généreusement. Pourtant, malgré son génie, Fawlty Towers était un pari. Après seulement 6 épisodes, la BBC n'était pas convaincue que cela valait la peine de continuer. Ce n'est qu'avec les rediffusions attirant un public plus large et plus dévoué que la chaîne a donné le feu vert pour une deuxième et dernière saison en 1979. Au total, seulement 12 épisodes. Mais dans ce petit nombre, Cleese et Booth ont capturé la foudre dans une bouteille. Avec le temps, les critiques ont fait volte-face. Ce qui était vu comme un raté est devenu un standard d'or. En 2000, le British Film Institute l'a nommée la plus grande série télévisée britannique de tous les temps. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle plus tard. Astérisque Fawlty Towers reste l'une des sitcoms les plus citées, adorées et référencées de l'histoire. Et bien qu'elle ait été construite sur des malentendus, des accidents et une tension croissante. Son héritage est clair.
Certains désastres sont trop bons pour être nettoyés. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un épisode sur 12 a explosé en infamie, et pourquoi suscite-t-il encore des débats des décennies plus tard? Restez pour le découvrir. Fawlty Towers et le chaos de la controverse. Même au sommet de son succès, le rire n'a pas protégé Fawlty Towers de la controverse, et un épisode en particulier a repoussé la ligne entre comédie et offense si loin qu'il a failli déchirer la série. Il s'appelait The German, et dès le départ, c'était du chaos enveloppé de satire. Les téléspectateurs ont d'abord vu Basil Fawlty jouer avec une absurdité parfaite par John Cleese trébucher dans ses tâches hôtelières après un coup violent à la tête. Déjà, Basil était un désastre en attente sur une journée normale, mais avec une commotion cérébrale. Ce qui a suivi fut un tourbillon de faux pas, de rencontres gênantes, et l'une des punchlines les plus infâmes de l'histoire télévisuelle britannique. Les ennuis ont commencé quand un groupe de touristes allemands s'est enregistré à l'hôtel. Basil, à peine cohérent et désespéré de ne pas les offenser, a donné un ordre ferme à son personnel. Ne mentionnez pas la guerre. Mais fidèle à son personnage, en quelques instants, il faisait exactement cela, et bien pire. Dans sa tentative confuse de jouer l'hôte, Basil a sombré dans une tirade surréaliste, rapide, pleine de références à la Seconde Guerre mondiale, de comparaisons nazies, et puis, comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus inconfortables, une marche au pas de loi à travers le hall avec une imitation exagérée d'Adolf Hitler. C'était outrageant. C'était complètement overstop. Et pour certains, c'était simplement trop. Les téléspectateurs britanniques étaient divisés. Beaucoup n'ont pas pu s'arrêter de rire, reconnaissant que la vraie cible de la blague n'était pas les Allemands, c'était Basil lui-même. Son ignorance, son arrogance, son manque total de conscience de soi étaient toujours au cœur de l'humour de la série. Dans ce cas, les blagues sur la guerre ne glorifiaient rien, elles faisaient passer Basil pour un idiot. C'était le but. Mais d'autres, y compris des dirigeants de la BBC, ne l'ont pas vu ainsi. Des lettres ont afflué. Des critiques ont accusé la série de prendre à la légère une histoire sombre et douloureuse. Certains l'ont qualifiée de déplacée. Quelques-uns ont même exigé que l'épisode soit retiré définitivement. Et bien que la BBC ne l'ait pas interdit purement et simplement, le retour de flamme était assez sérieux pour que les responsables envisagent de mettre l'épisode de côté pour de bon. Finalement, ils l'ont laissé, mais seulement après un long et houleux débat interne. De l'autre côté de la Manche, la réponse en Allemagne était un peu plus complexe. Certains téléspectateurs allemands ont compris la satire et ont apprécié la façon dont l'épisode se moquait des attitudes britanniques, plutôt que d'eux. Ils ont ri de la bêtise de Basil et ont vu le ridicule pour ce qu'il était. Mais d'autres n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Pour ceux qui avaient des membres de famille ayant vécu la guerre, ou pire, y étant morts, la représentation slapstick d'Hitler et les blagues gênantes sur la guerre semblaient insensibles et douloureuses. Des décennies plus tard, les débats autour de The German n'ont fait que s'amplifier. À l'ère du streaming et de l'accès mondial, les vieilles comédies sont réexaminées sous un nouveau jour. Des scènes autrefois vues comme audacieuses ou ironiques sont maintenant jugées selon les standards d'aujourd'hui, où la correction politique et la sensibilité culturelle comptent plus que jamais. Et The German n'a pas échappé à cette vague de réévaluation. Plusieurs plateformes de streaming y ont retiré l'épisode entièrement, tandis que d'autres ont édité des scènes ou lignes spécifiques jugées offensantes. Cela a déclenché une nouvelle controverse. Les fans loyaux étaient furieux. Pour eux, les modifications étaient une forme de censure qui mécomprenait le but de la série. Ils arguaient que Fawlty Towers n'a jamais été sur le fait de frapper vers le bas, c'était sur l'exposition des défauts chez des gens comme Basil, qui ne réalisaient jamais qu'ils étaient la blague. Même John Cleese, jamais du genre à reculer devant un combat, est intervenu. Il a défendu passionnément l'épisode, rappelant à tous que la satire n'est pas toujours censée être confortable. Dans sa vision, Basil Fawlty était l'exemple parfait de la façon dont l'ignorance et l'arrogance vont souvent de pair, et se moquer de cela était nécessaire, même si cela faisait grimacer certains. Les blagues sur la guerre n'étaient pas dirigées contre les Allemands, a insisté Cleese. Elles visaient l'obsession britannique pour la guerre, et la stupidité de Basil. Il n'avait pas tort. Basil n'était jamais un héros. Il était mesquin, snob, grossier, et souvent complètement inconscient. Ce qui le rendait drôle, c'était qu'il n'en réchappait jamais. Ses plans retombaient toujours sur lui. Ses tentatives de contrôle s'effondraient toujours. Et dans The German, son effort pour éviter d'offenser ses invités s'est transformé en l'un des plus spectaculaires affichages de gaffes jamais diffusés. Pourtant, il est facile de comprendre pourquoi l'épisode a touché une corde sensible. La comédie, après tout, marche sur une ligne fine. Ce qu'une personne voit comme satire,
une autre peut le voir comme cruauté. Et quand le sujet est aussi lourd que la Seconde Guerre mondiale, les enjeux sont encore plus élevés. Malgré l'indignation, The German a survécu. Non seulement il est resté l'un des épisodes les plus mémorables de Fawlty Towers, mais il a aussi aidé à sécuriser la place de la série dans l'histoire télévisuelle. Il a prouvé que même les comédies les plus aimées ne sont pas à l'abri de la critique. Et que parfois, les blagues les plus audacieuses sont celles dont on se souvient le plus longtemps, qu'on rit ou non. Aujourd'hui, le cri frénétique de Basil, « Don't mention war », est gravé dans la culture pop britannique. Il a été parodié, cité, débattu pendant des générations. Et bien que certaines chaînes puissent essayer de le nettoyer pour le public moderne, la version originale vit toujours à la fois comme un morceau de génie comique et un rappel que l'humour vient souvent avec des conséquences. La conversation autour de The German ne s'est pas estompée. Si quoi que ce soit, elle est devenue un cas d'étude sur la façon dont la comédie évolue. Et comment la même scène peut être vue de deux façons complètement différentes selon qui regarde et quand. Mais peut-être que c'est le vrai héritage de Fawlty Towers. Elle n'a pas seulement fait rire les gens. Elle les a fait parler. Elle a défié les hypothèses, exposé l'ignorance, et montré que parfois, les personnages les plus ridicules peuvent nous apprendre quelque chose, si on fait attention. Et peu importe où vous vous situez sur l'épisode, une chose est claire. Fawlty Towers n'a jamais joué la sécurité. Elle a piqué, poussé, repoussé les limites. Ne passerait pas les filtres d'aujourd'hui, mais c'est précisément ce qui rendait le personnage si mémorable. Berkeley est décédé en 1988, laissant un héritage qui a survécu à la correction politique des temps changeants. Brian Hall a apporté du panache et un peu d'anarchie en cuisine en tant que Terry le chef. Bien qu'il apparaisse dans moins d'épisodes. Après Fawlty Towers, il a continué dans la télé et le cinéma jusqu'à son décès en 1997. De même, Gilly Flower et Renée Roberts, le duo âgé Miss Teeb et Miss Gatsby, ont prouvé que même les petits rôles peuvent voler les cœurs. Les deux actrices ont continué à jouer bien dans leurs vieux jours. Avant le décès de Flower en 2009 et de Roberts en 2010. Leur affection excentrique pour Basil ajoutait une couche de charme à l'hôtel déjà chaotique. Quant à l'avenir de Fawlty Towers, le reboot prévu pour 2024 suscite le débat. Une série si profondément ancrée dans l'humour des années 70 peut-elle survivre aux sensibilités du monde moderne? C'est le pari que John Cleese semble impatient de prendre. Mais que le revival prospère ou flop. L'original reste intact, de la foudre dans une bouteille qui a défini un genre. Sa magie n'était pas seulement dans les blagues, mais dans la passion d'un casting qui a tout donné. À l'écran et au-delà du rideau. Mais qu'en pensez-vous? Le génie excentrique et l'humour acéré de Fawlty Towers peuvent-ils encore prospérer dans le monde ultra-sensible d'aujourd'hui? Ou ce reboot est-il une recette pour le désastre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.